Avez-vous entendu parler de la révolution démocratique islandaise? Les médias parlent que de l'Irak, la Syrie, l'État islamique, les risques d'attentats, etc. Vous mettent dans un climat de peur pour mieux vous contrôler. Vous êtes-vous demandé pourquoi les médias ne parlent pas presque jamais de la révolution islandaise? Ce minuscule pays de 320 000 habitants est pourtant un modèle de la crise systémique qui frappe aujourd'hui l'Europe. Et la façon dont il s'en est sorti pourrait, et même devrait, nous servir d'exemple. Mais peut-être est-ce justement la raison pour laquelle l'oligarchie politico-financière ne tient pas à ce que l'affaire fasse trop de bruit. En 2008, le rêve éveillé des Islandais a brutalement pris fin et l'île des volcans a plongé dans la révolte. L'énorme bulle de crédit qui avait fait de ce pays une sorte d'Eldorado improbable a éclaté, laissant sur le carreau une population stupéfaite. Le peuple le plus heureux de la Terre apprend la faillite de ses trois principales banques, dont les dettes représentent 923% du PIB. Elles sont placées sous administration judiciaire, la bourse et la monnaie s'effondrent à la fin de l'année, le pays se déclare officiellement en faillite, et dans une intervention télévisée, le Premier ministre implore Dieu de sauver l'Islande. Au lieu de se résigner à rembourser pendant de longues années les dettes d'institutions privées à des créanciers anglais et hollandais, les Islandais sont descendus dans la rue pour crier leur colère. Se placer sous la tutelle du FMI et de l'Union européenne pendant 15 ans, pour que la Grande-Bretagne et les Pays-Bas puissent rendre leur argent à leurs citoyens, à 5,5% d'intérêt? Pas question. Plutôt reprendre le pouvoir par deux fois, en mars 2010 et en février 2011, les électeurs refusent par référendum de sauver les banques et de rembourser leurs dettes. L'Islande a connu un certain nombre de changements assez spectaculaires, à commencer par la nationalisation des trois principales banques, suivie de la démission du gouvernement de droite sous la pression populaire. Le gouvernement fait voter en janvier 2010 une loi autorisant le remboursement, ce qui reviendrait, pour chaque Islandais, à débourser pendant 8 ans une somme d'environ 100 € par mois. Le peuple est de nouveau descendu dans la rue. Un référendum sur la question était imposé par volonté populaire, et une petite majorité de 93% rejetait l'accord prévu par les gentils gouvernants. À plus de 93%, les Islandais votent contre le remboursement de la dette des banques capitalistes, qui ont plongé par leur irresponsabilité le pays dans la crise, et une nationalisation des banques, et depuis le problème reste en suspens. Les principaux médias ont été silencieux sur les manifestations, et l'exemple d'une révolution populaire. Lorsque les citoyens ont fait démissionner le gouvernement, et réécrire la Constitution. Parce que les événements en Islande sont un modèle à suivre en matière de révolution populaire, l'information a été étouffée. La censure concernant la révolution en Islande est un exemple typique de la façon dont est traitée l'information, quand celle-ci peut s'avérer dangereuse pour l'élite politique et financière. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Si un pays de l'Europe fait la même chose en refusant de payer leurs dettes, et en nationalisant les banques, les autres pays ne voudraient plus rembourser leurs dettes et le système s'écroulerait et l'économie mondiale serait menacée. C'est pour cela que le FMI a autorisé les banques privées des pays de prendre l'épargne de leurs clients en cas de faillite pour se renflouer. On vous a vendu l'Europe comme un progrès de société, et elle vous entraîne dans un esclavage des temps modernes. L'Islande annonce le retrait de sa candidature à l'Union européenne. La société civile en Islande a résisté contre un système corrompu et insoutenable, et nous a donné une leçon de démocratie réelle.